Avant de te lancer cet épisode, j'aimerais rapidement partager avec toi un podcast que j'adore écouter. Si tu écoutes Fille Expat aujourd'hui, c'est que tu aimes certainement t'évader ailleurs. Du coup, c'est ce que tu peux également faire en écoutant le podcast de Christelle et qui s'appelle Amour, sexe et voyage. Le nom te donne déjà un bel aperçu de ce qui t'attend, mais sache qu'en plus d'échanger avec ses invités sur des moments marquants de leur parcours de vie, Christelle fait également part de ses réflexions personnelles. Je te mets le lien dans la description, mais tout de suite, je te laisse avec ton épisode de Fille Expat. Hello, bienvenue sur Fille Expat pour cette nouvelle saison spéciale placée sous le signe des territoires français d'outre-mer. Partir vivre sur ces territoires n'est pas considéré comme une expatriation. Pourtant, vous l'entendrez au fil des épisodes, parfois il n'y a que la langue française qui vous rappellera que vous êtes en France. Le choc culturel peut être très important. C'est pourquoi Kelly a décidé de tendre son micro à ces femmes qui ont sauté le pas pour s'installer dans ces paysages de cartes postales, parfois à l'autre bout du monde. Dans cette saison spéciale, elle fait le tour avec ses invités des questions pratiques pour une expatriation dans les territoires d'outre-mer. Elle revient sur les points communs et les différences entre la métropole et les territoires, afin de vous préparer au mieux si vous envisagez le départ dans ces territoires idylliques. Accrochez vos ceintures, départ imminent. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi d'écouter un épisode de Fille Expat. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Ludivine qui va nous faire découvrir la Nouvelle-Calédonie. Petite anecdote avant de lui donner la parole, sachez, comme je suis actuellement au Mexique, elle et moi, nous avons 17 heures de décalage horaire. Donc en gros, pour elle, c'est comme si je vivais dans le passé, et pour moi, c'est comme si elle vivait dans le futur. Donc en gros, quand je lui ai donné rendez-vous mercredi, j'avais pas réalisé que chez elle, ça allait être mercredi, mais chez moi, ça allait être mardi. Bref, on a failli se rater plusieurs fois, mais ça y est, elle est en face de moi, en Zoom, tout va bien. Chez moi, on est mercredi 16 heures, chez elle, on est jeudi 9h30, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Super. Eh bien écoute Ludivine, je te laisse la parole. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, ton âge, d'où tu viens et depuis combien de temps tu es installée en Nouvelle-Calédonie? Alors moi, c'est Ludivine, j'ai 26 ans et bientôt 27. Je suis en Nouvelle-Calédonie depuis bientôt 3 ans et en fait, à la base, je suis venue pour terminer mes études dans le management du sport. Au final, j'ai réalisé un stage à la Ligue de rugby pendant 6 mois et donc, de fil en aiguille, je suis restée un peu plus longtemps que prévu. Et actuellement, je travaille dans une fédération qui défend les intérêts des pêcheurs professionnels côtiers de la province sud. Super. Alors du coup, je crois pas que tu as dit que tu étais de Bordeaux, moi je le sais parce qu'on en a discuté offline, mais du coup, comment on passe de la ville de Bordeaux à prendre un avion pour la Nouvelle-Calédonie? Alors oui, c'est vrai que je viens de Bordeaux, mais un peu dans le sud de Bordeaux, un peu dans la campagne, donc c'est pas la grande ville bordelaise comme on peut s'imaginer. Et en fait, ça a été un choix personnel avec mon chéri de partir à l'autre bout du monde pour découvrir aussi autre chose et le Pacifique. Est-ce que tu te souviens un peu comment vous aviez décidé de vous centrer sur la Nouvelle-Calédonie et pas ailleurs, par exemple? Alors, pour moi, je voulais un territoire français pour terminer mes études parce que j'ai des difficultés en anglais, alors encore plus à l'écrit. Donc, je voulais pas avoir des barrières pour la réussite de mon master qui a été très compliqué à l'obtenir. Et lui voulait être proche de la Nouvelle-Zélande pour voir ses copains de Nouvelle-Zélande. Et en fait, on est arrivé par hasard avec la Nouvelle-Calédonie à la suite d'une offre de stage proposée par la Ligue de rugby. Ok, donc c'était quelque chose que tu avais trouvé sur internet et du coup tu as postulé. Plus en candidature libre, Ok. où j'ai expliqué quel était mon diplôme et qu'est-ce que je devais faire pendant 6 mois. Et en fait, moi, j'ai candidaté en décembre et en janvier, ils m'ont répondu parce qu'en milieu d'année, vers juillet, ils avaient un projet d'organiser un tournoi international pour les jeunes. Et du coup, comment ça s'est passé? Enfin, du coup, vous n'aviez pas d'appartement, etc. Vous aviez acheté un billet d'avion. J'imagine que tu ne connaissais rien de la Nouvelle-Calédonie. Tu te souviens comment ça s'est passé cette installation? Alors, on s'est quand même un petit peu renseigné parce que c'est un territoire d'outre-mer, mais avec un statut particulier, à la suite de différents événements il y a quelques années. Et donc ici, par exemple, c'est pas la monnaie, c'est pas l'euro, c'est le franc pacifique. Donc 1 euro correspond à 119 francs. Et donc c'est pour ça que les prix des produits sont très différents et il faut convertir. Donc des fois c'est un petit peu compliqué, mais maintenant on s'y habitue et au fil des semaines en fait il faut plus regarder, il faut plus comparer par rapport à cette monnaie-là parce que la vie est tellement différente et en fait comme on est sur une île, on a beaucoup de produits qui sont importés. Et donc, voilà, le coût de l'importation n'est pas appliqué en métropole. Donc, au final, on a quand même une différence de prix, mais qui est en relation pour tout, même pour le salaire. Donc,
on peut pas dire que tout le monde s'en sort parce que il y a des différences dans chaque profession, mais en tout cas, c'est différent. Super. Et est-ce qu'au niveau des banques, c'est les mêmes banques qu'en métropole ou ça, même les banques sont différentes? Il y a il y a la Société Générale, BNP. Après, il y a des banques locales, mais il y a quand même de tout. Hein. Comme c'est aussi français, il y a quand même beaucoup d'enseignes françaises qui sont là, quoi. Ok. Et juste pour le rappeler, enfin moi j'en suis même pas sûre d'ailleurs, le vol Paris vers la Nouvelle-Calédonie, c'est combien d'heures environ? Ça change si on passe par l'Australie, si on passe par le Japon, ça peut varier entre 25-28 heures, comme au moins 45 heures, mais donc le prix du billet est aussi différent. Ouais, et puis j'imagine qu'il n'y a pas de vol, ouais, comme tu l'as dit, il n'y a pas de vol direct. Au moins une escale. La liaison la plus commune, c'est Nouméa-Tokyo, une escale, Mhm. et Tokyo-Paris. T'en as déjà profité pour visiter le Japon ou à chaque fois tu faisais que passer en escale? Alors, quand on est arrivé, on a fait une escale par la Nouvelle-Zélande, où on est resté 2 semaines. Donc, on a fait France, je crois que c'était Istanbul, et donc Istanbul, Nouvelle-Zélande. Et donc, on a profité un petit peu, et après, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, un vol direct. Super. Et du coup, au niveau de ton installation pour trouver un appartement, etc., est-ce que ça a été compliqué ou assez simple? Alors les premiers mois, on fait des gardes de maison à droite à gauche parce que on rencontre du monde grâce au sport. On va dire vive le sport collectif. Mhm. Et en fait, les gens ici, quand ils partent en vacances, et généralement c'est pour rentrer en métropole, c'est au moins un mois. Donc il y en a beaucoup qui demandent à se faire garder les maisons. Donc pendant 6-8 mois, ça a été facile, on va dire, à jongler de maisons. Bon, par contre, il faut pas forcément tout le temps défaire les valises, hein, parce qu'à changer, c'est un peu compliqué. C'est une organisation. Et puis après, non, c'est un fonctionnement normal, hein, sur justificatif de contrat, par rapport aux revenus et tout. Et puis voilà, c'est assez facile. Ouais, puis en même temps, ça te permet d'économiser de l'argent, c'est sympa. Ensuite, donc son stage se passe super bien et vous décidez de rester, c'est bien ça? On décide de rester parce que le soleil et les cocotiers, c'est cool. On pratique le sport collectif. Je fais du hockey subaquatique. Et à Bordeaux ou dans les autres grandes villes de France, il y en a, même partout à l'international, il y a des championnats du monde. Et il y a un petit club en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même super top de retrouver une passion qui est aussi à l'autre bout du monde. Et donc, installation faite. Mais par contre, la problématique, quand on arrive sur le territoire, pour les expatriés, en tout cas, c'est l'emploi local. Donc, en fait, la Nouvelle-Calédonie a un statut particulier. À la suite des accords de Matignon et de Nouméa, il y a une vingtaine et une trentaine d'années. Je ne sais pas si actuellement on en parle beaucoup en métropole, mais en fait, dans les années 80-90, ces accords-là permettaient à la Nouvelle-Calédonie d'obtenir des référendums pour que le territoire soit indépendant ou pas. Ok. Parce que la France, elle est arrivée il y a au moins 150 ans, je crois. Ça a été histoire de colonisation, de prise de territoire. Donc tout ça, c'est un passif qui reste très très présent sur le territoire. Et donc au final, ces accords permettaient le transfert des compétences de ce que l'État français pouvait apporter à la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a des institutions qui sont complètement locales et calédoniennes. Donc le territoire, par exemple, est divisé en 3 provinces. On ne peut pas forcément comparer parce que c'est pas la même chose, mais c'est comme si c'était des régions en métropole qui avaient leur propre fonctionnement. Donc province nord, province sud et province des îles. Il y a 3 petites îles et une 4e toute petite où c'est un peu séparé. Et chaque province elles ont leur propre fonctionnement. Par exemple, comme moi, je travaille à la Fédération des pêcheurs. Donc, les pêcheurs doivent respecter un code de l'environnement. Ce code de l'environnement, il est spécifique à chaque province. Et là, par exemple, actuellement, ça vient de changer il n'y a même pas 2 mois, mais en province sud, maintenant, les pêcheurs ne peuvent plus pêcher et acheter et vendre des perroquets à bosse. C'est une espèce de poisson qui est très commercialisé pour les restaurateurs. Alors qu'en province nord, on va dire que 70% des quantités de pêche en province nord sont descendues à la capitale, à Nouméa. Et donc, cette interdiction fait que les pêcheurs du nord ne peuvent plus ne peuvent plus vendre, en tout cas, les perroquets à bosse dans le sud. Parce que maintenant, c'est passé en espèces protégées, donc interdiction à la vente.
Waouh. Donc, il y a plein de fonctionnements différents. Donc, il y a les provinces, ensuite, il y a le Congrès, mais il y a aussi l'État français qui est là et le gouvernement. Donc, c'est un millefeuille de compétences et c'est pas compliqué à comprendre, mais après, quand on comprend qui peut faire quoi, après, c'est quand même assez logique. Est-ce que c'est un préfet qui prend ses décisions par rapport aux régions? Et ben alors non, justement, ces accords-là de Matignon et de Nouméa ont rendu les provinces compétentes pour légiférer, mais pour certaines compétences. Et au final, il y a une assemblée avec un bureau et des commissions, et c'est eux qui dirigent pour certaines thématiques. Par exemple, là où, vraiment toujours dans mon travail, c'est la commune qui définit des règles par rapport à la bande littorale des 300 mètres, de 0 à 300 mètres. Donc, c'est la commune qui décide ce qu'ils veulent mettre en place, ce qu'ils autorisent ou ce qu'ils n'autorisent pas. Après les 300 mètres, c'est la province. Et après, en fait, on a une barrière de corail, un lagon. Mm-hmm. Et après le lagon, c'est le gouvernement. Waouh. Ouais, en gros, c'est un territoire d'outre-mer, mais c'est vrai que ça a l'air quand même différent des autres territoires d'outre-mer. Oui, mais justement, c'est le statut sui generis donc qui est particulier. Il y a certaines compétences qui ont été données à la Nouvelle-Calédonie, dont par exemple l'enseignement, le commerce extérieur, les douanes et le travail. Et par exemple, pour le travail, depuis 2010, est mis en place une loi où c'est l'emploi local. Donc en fait, pour une offre de poste, selon le diplôme et selon les expériences demandées, par rapport aux candidatures, les premiers tris de candidature lambda comme on peut avoir en métropole, ici, il y a quand même un tri de savoir où est-ce que la personne, elle est née, si elle n'est pas née en Nouvelle-Calédonie, depuis combien de temps elle est là. Et donc, en fait, la durée de la résidence permet aux personnes qui ne sont pas originaires de la Nouvelle-Calédonie de pouvoir prétendre à des postes à plus ou moins de responsabilité. Okay. Et donc, pour 2 CV à compétences égales et donc diplôme et expérience, c'est quelqu'un qui est né en Nouvelle-Calédonie qui doit être favorisé. Eh ben écoute, ça me paraît pas mal comme système, ça, quand même. Enfin, ça paraît logique, en tout cas. Voilà, c'est sûr. Après, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas forcément toutes les études, un portefeuille d'études pour avoir tous les diplômes. Et par exemple, là où il y a des fortes demandes dans le travail, c'est l'enseignement et le médical. Alors, énormément le médical aussi en cette période-là, mais quelqu'un qui a des diplômes dans le médical et qui est infirmier ou n'importe quel métier, comme il y a beaucoup de demandes et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui ont ces compétences-là, ils sont de suite embauchés. Moi, j'ai des diplômes assez généraux, on va dire, que ça soit dans le commerce ou dans le sport. Et comme en fait, beaucoup de personnes ont ces diplômes-là, et comme je sortais des études, j'avais pas beaucoup d'expérience. L'emploi local fait que j'ai quand même mis 1 an et demi à trouver un boulot pour m'en sortir. Ah ouais, ok. Parce que du coup, comme on est sur le thème du travail, ils ont quand même un pôle emploi ou c'est même un système complètement différent? Alors, ça s'appelle pas pôle emploi, ça s'appelle la direction, c'est la DEF. C'est un service, mais c'est pareil. Donc, les propositions sont exactement les mêmes, des rendez-vous pour comprendre, donc des offres d'emploi, candidater, des aides aux candidatures. Donc, c'est exactement pareil parce qu'on a... Ceux qui sont salariés dans une entreprise, ils cotisent que ça soit au chômage et à la retraite, mais ça, voilà, c'est juste un petit peu des fonctionnements différents. Par exemple, la retraite, c'est le RUAM. Donc, on va dire que c'est à peu près pareil, quoi. Ouais, c'est les noms qui sont juste un peu différents. Et du coup, tu parlais par rapport aux écoles. J'imagine que... est-ce que tu sais, pour les personnes qui sont nées là-haut et qui ont grandi là-haut, est-ce qu'en général, ils vont jusque, je sais pas, le bac, et ensuite ils vont dans d'autres îles ou dans d'autres pays pour étudier... pour l'université ou autre? Et justement, il y a quand même pas mal de passerelles pour ça, où déjà, Nouméa, c'est la capitale, et donc ça regroupe énormément de personnes. Nouméa, Grand Nouméa, les villes qui sont à côté, c'est une concentration de personnes. Donc ceux qui habitent dans la province nord et dans les îles, les jeunes, ils sont au courant qu'au bout d'un moment, je crois que c'est après le collège, ils doivent descendre sur Nouméa, et il y a beaucoup de lycées avec des internats. Pour faire les études. Et après le bac, il y a une université quand même en Nouvelle-Calédonie avec quand même différents diplômes, mais s'ils veulent se spécifier dans quelque chose, ils doivent partir en métropole. Donc là, il y a une passerelle d'aide,
Donc, il y a la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui se situe à Paris, qui justement accueille les étudiants quand ils arrivent, qui les oriente dans leur ville d'études et qui les aide je pense que ça à trouver un logement ou des contacts aussi pour s'installer parce que c'est quand même assez compliqué. Après, ici, comme c'est très famille, pour certains, c'est quand même assez difficile de partir. Et il y a aussi les parents qui accompagnent les enfants pour les aider à toute cette installation. Et dès que leur enfant est installé, ça y est, ils peuvent revenir tranquillou en Calédonie. Cool. C'est marrant parce que du coup, en fait, on se rend pas compte, mais pour les personnes qui grandissent dans ces territoires d'outre-mer, en fait, eux, à un moment donné, ils vont vivre un peu tous ces passages d'expatriation, entre guillemets, de devoir s'éloigner de l'entourage, etc. On les force. Et moi, c'est limite ce que je pense qu'on devrait nous forcer à faire en France, de nous obliger à un moment donné de sortir de notre cocon familial et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc je trouve ça quand même super intéressant. Alors moi je compare beaucoup, quand je mène ces interviews pour la saison 4, je compare beaucoup à la Guadeloupe parce que c'est le seul territoire d'outre-mer que je connais et où j'ai vécu pas mal de temps, enfin quelques mois en tout cas. Du coup la question que je pose souvent c'est est-ce que sur place vous avez beaucoup de grèves ou des problèmes avec l'eau, l'électricité, etc. Alors on va dire qu'il y a des grèves, des manifestations, actuellement comme pour tout le monde par rapport au vaccin et au pass sanitaire on va dire. Mais je trouve que quand même les formes de grève sont un petit peu différentes et en fait ici la population est quand même assez solidaire. Et donc s'il faut faire une grève et ne plus aller au travail pour se faire entendre, ils le font. D'accord. Donc c'est quand même assez, étonnant et ils peuvent avoir ils peuvent être écoutés et avoir des réponses à leurs questions et à leurs changements. Donc, mais après, c'est pour partout. C'est des avantages dans certains travails. On sait que ici, il y a des mines, des extractions de nickel. C'est quand même un travail qui apporte beaucoup d'argent aussi à la richesse calédonienne. Et donc, quand il y a des changements et quand il n'y a pas forcément des accords, ils peuvent faire la grève. Et il y a un moment donné, je ne sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, l'usine du Sud de Vallée, elle devait se faire racheter par un autre groupe et au final, ça a été vraiment très très compliqué, à tout bloquer. Donc c'est pas forcément impressionnant, mais c'est quand même assez intéressant de voir comment ils peuvent faire autrement. Après, tout le monde peut aller très bien dans la rue et manifester, et ça se fait quand même assez couramment. Après, par rapport à l'eau et l'électricité, il n'y a pas forcément tant de soucis que ça, mais c'est les aménagements et les rénovations, comme partout, qu'il faut remettre aux normes, qui des fois prennent du temps. Ok. Et pour revenir brièvement, alors là, je fais un peu... déjà, la Nouvelle-Calédonie, moi, j'arrive pas du tout à imaginer la taille de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu pourrais la comparer à quelque chose par rapport à la France ou je sais pas? Je crois que c'est 5 fois plus petit que la France. 5 fois plus petit que la France, ok. Du coup, si tu dois aller par exemple en voiture d'un bout à l'autre, ça te prendrait combien de temps à peu près? Beaucoup. Ouais. Pour faire les deux extrémités. Ouais. Sud-sud, c'est Yaté. Et pour aller jusqu'à la pointe, c'est Poum. Il y a une bonne journée. Oui, donc c'est quand même assez grand. Il y a au moins 6-7 heures. En fait, c'est grand, oui et non, mais en fait, c'est beaucoup de montagnes. D'accord. Donc, ça prend du temps. Et ici, on n'a pas les autoroutes. Donc, en fait, il y a quand même des routes centrales où on peut rouler assez vite, mais on ne dépasse pas 110. Ok. Et je vais revenir en arrière sur une chose que tu as dit, mais je voulais pas te couper. Tu m'as parlé du hockey subaquatique. Je ne connais pas du tout ce que c'est. Je connais le hockey pour avoir vécu au Canada, mais subaquatique, ça m'intéresse. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques détails? Alors, je pense que tu peux aller faire une initiation au Mexique, parce que je crois qu'il y a des clubs. D'accord. En fait, c'est un sport collectif en piscine. Le palais, il fait 1,4 kg. Notre matériel, c'est pale, masque, tuba, gants, crosse et un bonnet. Donc, le bonnet, c'est comme si c'est un bonnet de water polo. Et donc on est en équipe 6 contre 6 avec des remplaçants et donc au final le but du jeu c'est d'aller marquer chez l'adversaire. C'est pas du tout connu parce que c'est un sport aussi qui fait peur, on va dire, où ça peut paraître violent et assez rapide, mais pas du tout. Enfin, après voilà, c'est aussi une histoire de passion. Moi, ma famille, ça fait 3 générations qu'on est dedans, donc on connaît. D'accord. Il y a des familles qui y sont depuis quand même certaines années et qui font le développement du hockey. Et en métropole, il y a beaucoup de clubs.
Pendant que t'expliquais, j'étais en train de regarder sur Google Images pour essayer de visionner un peu ce que c'est. Mais du coup, tu dois être super balèze en apnée, non? Alors, oui et non, parce que comme on est 6, il y a tout le temps un relais. On va dire qu'il y a tout le temps, en moyenne, entre 2 à 3 personnes qui sont au fond de l'eau et les autres, ils respirent. Donc, c'est plus de l'endurance, on va dire, où il faut tenir aussi le match, parce qu'en compétition officielle, on fait quand même 4 à 5 matchs par week-end. Wow. C'est pas comme des sports collectifs où il y a des matchs allés, des matchs retour sur toute l'année sportive. Nous, on s'entraîne de septembre à janvier-février. C'est une grosse phase de préparation, de reprise et tout à la suite de l'été. Et nous, ici, à titre d'information, ça me fait penser qu'on a été Covid-free depuis le début jusqu'en septembre 2021. Donc en fait, à la suite de l'arrivée du Covid partout dans le monde, ici, les institutions avaient décidé de bloquer les frontières. Donc quand même assez facile à contrôler puisque c'est une île. Et moi j'ai été bloquée en métropole, j'ai fait un aller-retour et en fait j'ai été bloquée parce que l'aéroport de Nouméa avait tout bloqué. Le temps qu'ils mettent en place des quarantaines. Donc, je suis restée 3 mois à Bordeaux et après, j'ai pu revenir. Mais j'ai fait 14 jours à l'hôtel. À la sortie de ces 14 jours, un test PCR. Et après, depuis septembre 2021, on vivait sans masque, sans restriction, la belle vie, quoi. Et là, en fait, en septembre, le Covid est revenu sur le territoire et là, il avait pris trop d'ampleur et donc impossible à retracer le patient zéro. Il y avait beaucoup de cas sur chaque île, dans les îles Loyauté, et donc impossible de retracer exactement le départ. Donc, on a fait quand même un bon mois de confinement strict, là, depuis le 7 septembre jusqu'au... tout le mois de septembre, en tout cas, confinement strict. Après, on a eu du confinement adapté au mois d'octobre et avec un respect des distances, pas de suite le pass sanitaire, mais certaines sociétés pouvaient ouvrir et d'autres non. Et là, depuis fin octobre, on a le pass sanitaire qui est mis en place, ouverture de certains commerces aussi. Et on a toujours un couvre-feu. Donc, depuis lundi, notre couvre-feu, c'est de 23h à 5h du matin. Et là, jusqu'à la fin du mois de novembre, on a encore des restrictions et on verra au fur et à mesure s'il y a d'autres restrictions qui vont être mises en place pour nous donner un peu plus de liberté par rapport à ce qu'on peut faire ou pas faire. Oui. Et du coup, il me semble qu'en Australie, les saisons, et en Nouvelle-Zélande, les saisons sont inversées par rapport à la métropole. J'imagine que c'est pareil pour vous. Là, on commence à la saison chaude. Il n'y a pas forcément il n'y a pas 4 saisons comme on peut connaître. Il y en a 2, saison chaude et saison fraîche. Mais après, la saison fraîche, c'est quand même assez correct. On n'avoisine pas les zéros, mais c'est un peu plus froid que d'habitude. Et là, les premières chaleurs, elles commencent à arriver depuis 1 à 2 semaines et il commence à faire très, très chaud. Il y a des phénomènes météorologiques où il peut y avoir des grosses sécheresses ou beaucoup de pluie. Et ils appellent ça la Niña. D'accord. Il y en a un, c'est la Niña, et l'autre, c'est El Niño. Et là, ils ont affirmé que ça allait être la Niña, avec beaucoup de pluie et tout. Mais en fait, pour l'instant, ça fait un moment qu'il n'a pas forcément plu. donc, on attend. Bon, on va espérer que c'est pas le calme avant la tempête. Mais du coup, là, comme tu viens de dire, ils ont surnommé leur saison différemment par rapport à ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant dans les autres pays d'outre-mer. Comment ils surnomment les gens de métropole qui viennent s'installer en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'ils ont un surnom ? Oui, on s'appelle les oreilles. Oui. Les oreilles. Je pense un peu comme partout. Alors, en fait, ici, justement, il y a plus de 150 ans, la Nouvelle-Calédonie, historiquement, c'était pas une prison, mais tous ceux qui ont eu des problèmes en métropole, ils venaient faire leur peine en Nouvelle-Calédonie. Bon, après, il y a quand même eu pas mal de choses, donc pourtant je vais au musée, je me renseigne pour savoir comment ça se passe, leur histoire, mais c'est très complexe, donc on me fait quelques idées. Et en fait, ici, donc il y a déjà la population ici, ils s'appellent c'est les Mélanésiens.
D'accord. Donc, c'est ceux qui vivent... Après, il y a un fonctionnement un peu différent. Ces personnes-là vivent en tribu et ils vivent énormément en communauté, énormément entre eux. Et ils ont des façons de vivre assez différentes. Et chaque tribu, on va dire, peut avoir un fonctionnement différent par rapport à une tribu voisine. Donc, et c'est très différent aussi, que ça soit la Grande Terre. Donc, la Grande Terre, c'est province Nord, province Sud, et les îles Loyauté. Il y a aussi des fonctionnements différents. Ok. Même par rapport au mariage, il y a le mariage, chaque membre de la famille, que ça soit les tantes, les oncles, les cousins, n'importe qui, a un rôle particulier pour le mariage. Et donc les personnes qui venaient ici, maintenant elles sont appelées les Caldoches. Donc c'est des personnes qui ne sont pas originaires de la Nouvelle-Calédonie il y a des centaines d'années, mais qui au final y sont restés et ils y ont fait leur vie. Donc, il y a les Caldoches, les Mélanésiens, et puis après, il y a d'autres communautés, où ça soit de l'Asie, hein, il y a Vietnamiens, Japonais, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Donc, Et est-ce que tu sais pourquoi les gens de métropole sont surnommés les oreilles par hasard? Non, je sais pas. Non. Donc là, je viens de faire une petite recherche rapide là sur le téléphone, les oreilles. En plus, c'est marrant, j'aurais pas écrit comme ça, mais c'est oreilles avec un Z. Et il y a marqué que dans Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, d'après la définition que j'ai trouvée sur le net, ça viendrait du fait que, comprenant mal le créole ou la langue des autochtones, les Français, enfin les gens de métropole, on va dire, feraient constamment répéter et passeraient ainsi pour être durs d'oreilles. Et donc du coup, ça leur est venu pour ça, mais ils disent aussi qu'à l'origine, les oreilles étaient des propriétaires blancs qui coupaient une oreille à leurs esclaves marrons. Oh là là. Ouais, ceux qui s'étaient enfuis, afin de les reconnaître Mais en cas de récidive. c'est vrai en plus, hein, parce que les premiers mois où je suis arrivée, ou même quand je rencontre quelqu'un d'autre que je ne connais pas, je fais tout le temps répéter, parce qu'en plus, il parle pas fort. Et il parle beaucoup avec les expressions du visage. Donc, si tu fais bonjour, ça va? Et te répond avec les sourcils. Genre, ça va? Oui? Mais en fait, on ne sait pas si ça va. Donc, c'est quand même super rigolo. Et les premières fois, ouais, non, on ne comprend pas. Après, voilà, ils ont des expressions aussi. Par exemple, ici, on ne dit pas tongue, on dit claquette. Ah. Donc les gens, quand ils disent ah bah t'as pris tes tongs, ils disent ah bah toi t'es un oreille, tu dis tongs. Enfin voilà, c'est des trucs où comme ça. Et donc pendant mon stage à la ligue de rugby, les jeunes à chaque fois ils me disaient bon bah Ludivine, à demain. Et dans ma tête, mais ça vraiment à demain. Mais demain c'est samedi, mais demain je travaille pas. Mais pourquoi ils me disent à demain? Et là je regarde. Pourquoi tu me dis à demain? À quoi? Bah à demain. Donc ouais, c'est plein de petits trucs au final. C'est des habitudes, c'est quand même assez rigolo. Donc en gros, on peut te dire à demain, mais ça veut dire à la prochaine fois. À la prochaine. Okay. Ou tout à l'heure, tata, mais sans forcément revoir les gens. Parce qu'après, il y a les gens ici, ils n'aiment pas forcément dire au revoir, de plus revoir les personnes après. Ok. Donc, super intéressant. Il y a un langage... Il y a un langage aussi où après il faut s'y habituer, hein, les claquettes. À la place de dire ça va, il y en a ils disent boulette. Après ils te disent bien. Donc après c'est oui, sans forcément des fois comprendre, mais c'est pas grave. Et que ça soit au téléphone ou même pour dire au revoir, ils te disent bon bah allez tata. Et donc tu dis tata. Et après pour les Wallisiens par exemple, tu dis tal et l'autre il te répond toul. Donc enfin voilà, c'est plein de petits trucs où tu sais, c'est rigolo. Moi je suis trop contente de faire cette saison 4 justement où on parle de ça parce qu'en fait tu disais tu voulais pas aller dans un pays anglophone, mais au moins quand tu vas dans un pays où tu sais que tu parles pas la langue, tu sais qu'il va falloir apprendre et tu sais qu'il va y avoir une période transitoire. Alors que là t'arrives sur un territoire français, tu te dis je comprends le français et au final tu comprends pas tout et je trouve ça assez intéressant du coup. Par contre les personnes originaires d'ici, donc les Mélanésiens, ont leur propre langue. Il faut que je retrouve le nombre de langues parce que c'est quand même assez important. Donc le français, c'est quand même la langue officielle, mais il y a les langues kanak qui sont très courantes aussi. Il y a une île à Lifou, leur langue c'est le Dréou. Après, il y a le Iyai. Bon, après, les façons de dire, je connais pas trop. Il y en a, mais voilà, il y en a 28 langues kanak. Et il faut rajouter aussi 11 dialectes. Donc, en fait, quelqu'un du Nord qui parle kanak n'a pas forcément les mêmes mots que quelqu'un qui parle dans le Sud ou dans les îles Loyauté.
C'est la transmission de langue, de partage, où eux, ils sont beaucoup comme ça aussi. Il n'y a pas beaucoup de traces écrites, mais c'est beaucoup de paroles et ils écoutent beaucoup les anciens. Mais par contre, c'est quand même assez présent. Hein. Là, pendant le Covid, pour les informations des gestes barrières, tout était aussi traduit dans les différentes langues pour informer les différentes tribus, parce que y en a qui parlent pas forcément français au final. Mais ça, c'est génial qu'ils font ça. Et du coup, je demande à toutes mes invitées dans cette saison, c'est que si justement on enlevait le drapeau français, parce que bon, je sais que c'est pas la même monnaie, mais disons qu'on enlève le drapeau français et je pense que la langue française, elle est quasiment éliminée aussi. Est-ce que tu te sentirais dans un pays étranger? Ah bah oui, parce qu'on comprendrait pas du tout. C'est clair. Alors, vu qu'il y a le statut particulier, la Nouvelle-Calédonie se doit de montrer les deux drapeaux. Donc, il y a le drapeau français et le drapeau, enfin, c'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est il y a le drapeau Kanaki. Donc, c'est un drapeau voilà, qui est propre à eux, mais il faut mettre les deux drapeaux. D'accord. Et après, il y a le drapeau de l'Union européenne aussi, puisque ça fait partie d'un territoire de l'Union européenne. Cool. Du coup, il ressemble à quoi ce drapeau? Une bande bleue horizontale, une bande rouge et une bande verte. Et les couleurs, elles ont des significations. Et au milieu, un peu sur le côté, il y a un soleil. Non, c'est un rond jaune, mais qui correspond au soleil, un soleil. Et au milieu, ils appellent ça une flèche fêtière. La flèche fêtière est très connue, est très utilisée dans le monde kanak, et qui est le symbole, je sais plus si c'est le symbole de la tribu, mais en fait, dans chaque tribu, il y a une case, c'est une maison construite traditionnellement, et au-dessus du toit, il y a une flèche. Et donc, chaque forme de la flèche correspond aussi à un élément. Et il y a des tribus. Alors, dans les tribus, après, il y a des clans aussi qui ont des totems. Donc, il y a les clans de la mer, les clans de la terre. Donc, il y en a, le totem, c'est le requin, la tortue. Donc, mais tout ça, c'est très varié parce qu'il y en a énormément. Super. Oui, d'ailleurs, je suis en train de regarder rapidement justement ce drapeau qui est super mignon. Et effectivement, ouais, il y a beaucoup de signification derrière tout ça. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à faire une petite recherche Google ou peut-être je mettrai un lien directement dans la description parce que je trouve ça super intéressant. Du coup, j'aimerais venir aussi au fait que quand t'es arrivée, comment t'as su t'adapter à tout ce qui est insectes, etc. Est-ce qu'il y en a beaucoup sur place? Alors oui, il y en a. Il y a surtout des cafards, comme dans les îles, on va dire, des gros, des petits. On va dire qu'on fait avec. Il y a des scolopendres, il y a plein d'insectes, des îles, quoi. Donc, moi, je suis pas très fan, mais bon, c'est des copains, donc ils vivent dans la maison. Mais bon, des fois, on essaye de les faire partir parce que ça vole, ça marche partout. Bon, après, on fait avec, on va dire. C'est ça. Et on ne peut pas avoir que le soleil et la plage de sable blanc. Il faut aussi payer un peu le prix des insectes. Après, il y en a, ils sont plus mignons. Hein. Il y a des... Alors ici, ils appellent ça gecko, mais on dit aussi des geckos. Ah, les iguanes. Les petits... Ouais. Qui, voilà, hein, eux, ils sont tout mignons. Hein. Ils mangent les petits insectes, les moustiques, les petites araignées. Donc, mais par contre, ils font du bruit. Donc, on peut pas tout avoir. Moi, ce qui me faisait rire avec eux, j'étais à un moment donné dans une villa et derrière, on avait une espèce de forêt. Il y avait pas mal d'arbres, il y en avait plein d'iguanes. Et des fois, je sais pas si c'était leur façon d'arriver en bas, mais ils se laissaient tomber en fait. Mais ils tombaient à travers les arbres et ça faisait un bruit. Enfin, c'était incroyable. Alors, je sais pas s'ils tombaient ou s'ils le faisaient exprès, mais en tout cas, c'était trop drôle. Mais nous, ils sont vraiment tout petits, hein, même pas 10 ils sont petits, toi. Hein. C'est vraiment des tout petits. Ah, ok. Ah oui, des geckos, pardon. Oui, donc c'est des lézards. Moi, des tout petits. Ah, trop mignon. Moi, j'adore ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de quels sont les repas locaux sur place? Alors, le plat typique d'ici, c'est un bounia. Un bounia. Et donc, en fait, ils mettent plein de... Mais après, voilà, ça dépend aussi des communautés. Donc, communauté mélanésienne, c'est un bounia. Et donc, ils mettent plein de choses dedans. Des légumes qu'ils peuvent en faire au poulet ou au poisson. Et ici, ils mangent beaucoup de taro et d'igname. Je sais pas ce que c'est. Donc, c'est des sortes de racines... mais de couleurs aussi. Ça peut être violet, rose, un peu comme la pomme de terre, mais un style comme ça de légumes, c'est quand même assez dur aussi. Mais un peu, je sais pas, moi je suis pas très fan, alors j'en mange pas trop. Cool.
Après, vu qu'on est une île, il y a beaucoup de poissons et donc c'est encore plus plaisant quand je travaille avec des pêcheurs et qu'ils me donnent du poisson aussi. Pendant le confinement, on a mis en place un système pour qu'ils puissent vendre parce que les marchés étaient fermés, tout était fermé et ils avaient le droit d'aller en mer pour pêcher, mais ils n'avaient pas forcément le droit d'aller. Déjà, le bord de route, c'est pas trop toléré non plus. Ça dépend de quelle commune. Et donc après, ils sont pas. Eux, c'est des pêcheurs, donc ils sont pas forcément aux actualités, hein, les réseaux sociaux, pour se débrouiller comme ça. Il y en a, ils ont vraiment leur routine. Donc normalement, il y en a, ils vendent à d'autres revendeurs qui s'en occupent directement. Mais comme là, c'était fermé, c'était très compliqué. Donc sur accord du port autonome et de la ville de Nouméa, on a mis en place une vente à quai. Donc en fait, les pêcheurs venaient avec leur bateau, les poissons dans la glacière des bateaux, et les gens pouvaient venir vendre. Donc c'était un dispositif autorisé pendant 1 mois. 4 matins par semaine. Et les gens sont très friands de poissons parce que les plaisanciers et tout le monde ne pouvait pas aller pêcher, donc il y avait très très peu de poissons. Et donc quand on a commencé ça à mettre en place, le premier jour, ça a été un énorme succès. On avait prévu une plage horaire de 7h à midi et les pêcheurs, ils savaient pas forcément combien prendre en quantité de poissons. Donc par exemple, le premier jour, on en était à 150 kilos de poissons. Toute espèce confondue, hein. Que ça soit du maquereau, saumoné, loche, donc vraiment des poissons typiques d'ici. En 1h30, 2h, tout a été vendu. Oh, wow. Et donc le temps d'anticiper, dire allez-y, repartez vite à la pêche, allez pêcher. Ben non, en une journée, ils peuvent pas forcément. Après, ça a été spécifique pour les adhérents à la fédération. En province sud, il y a 110 pêcheurs et à la fédération, dans ces 110 pêcheurs, il y en a 50 qui sont adhérents. Parce que c'est aussi le deal de dire vous payez une cotisation de 5 000 francs, donc c'est un peu moins de 50 euros. Mais par contre, en retour, vous êtes sûr que vous allez avoir plein d'informations, les actualités. Moi, je travaille énormément pour qu'ils soient au courant de tout, parce que les journaux ne font pas forcément pas leur boulot, mais c'est pas forcément à eux d'informer tout le temps des actualités de ce qui se passe. Hein. C'est vraiment des petites informations autour du monde de la pêche. Et pour arriver à la fin de la vente à la passerelle, où les pêcheurs s'étaient organisés pour avoir entre 600 kilos en moyenne par jour. Et là, comme ça, mais les gens venaient. Et il y en a, ils venaient, mais moi, je viens du Mont d'Or, je suis ici depuis 5h15 pour avoir du poisson. Oh là là. Et par exemple, il y a une espèce de poisson aussi qui est très célèbre ici, on va dire, c'est le maquereau. Et pendant la période du confinement, il n'y avait pas beaucoup de maquereaux, alors que ce mois-ci, il y en a quand même pas mal, donc heureusement, ils compensent un peu. Donc, ils pêchaient à peu près 50-60 kilos de maquereaux, donc ça faisait pas beaucoup, hein, parce que quand il y a quelqu'un, il fait « Moi, je veux 3 poches de 10 maquereaux », ça fait au moins 4 kilos. Et là, ok, mais il va pas y en avoir pour tout le monde. Donc, on faisait des restrictions de poches, et les gens... Quand on leur disait « Mais là, le pêcheur, il arrive dans 1 heure et c'est sûr qu'il a du maquereau, pas de souci, j'attends. » Bon, ok, attendez. Donc ça part quand même beaucoup et c'était quand même super sympa. Et donc voilà, comme les pêcheurs, ils étaient super contents qu'on ait mis ça en place et c'était convivial et on s'en sortait bien. Et à chaque matinée, j'avais plein de poissons. Donc maintenant, je connais un peu tous les poissons dans l'assiette en tout cas. Super. Et du coup, question concernant quand tu es arrivée ou même après quelques années, est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose que tu adores par-dessus tout au niveau de la vie en Nouvelle-Calédonie et à l'inverse, quelque chose que tu as encore un petit peu de mal à t'adapter? Alors moi, ce que j'aime bien, déjà, on peut faire plein d'activités nautiques aussi, que ça soit de la plongée, du bateau. Après, il y a aussi des randonnées, il y a quand même pas mal d'activités. Le petit bémol, c'est que c'est quand même cher. Par exemple, une matinée plongée pour 2 plongées de 1 heure, c'est plus de 100 euros. Ouais. Alors, je peux pas comparer avec les autres spots de plongée, mais c'est mieux d'avoir son matériel en tout cas et ça diminue un petit peu le tarif de plongée. Mais il y a des trucs quand même. Le bémol, c'est que il y a certains trucs où c'est exagéré, quoi, les prix, où c'est très très cher. Mais bon, après c'est comme ça. Et après c'est le beau temps. On finit la journée. On va aller se baigner, aller voir les poissons. On a un aquarium géant. Enfin voilà, hein, c'est plein de trucs où c'est quand même la belle vie. Hein. Je t'ai pas posé la question, mais du coup, est-ce que le soleil se lève aussi super tôt et se couche super tôt ou comment ça se passe là-haut?
Le soleil se lève très très tôt. Alors, 2 petites secondes. Je suis allée pêcher il n'y a pas si longtemps que ça pour voir comment ça se passait. Le soleil s'est levé à 4h45 du matin. Ouais. Il commence à se lever, on voyait bien le soleil. Mais par contre, il se couche aussi super tôt, on va dire que 18h, 18h30. Sur 19h, on est nuit totale. Ouais, c'est comme en Guadeloupe. C'était pareil pour Après, nous. C'est un rythme comme ça, hein, ouais. où les institutions, elles sont ouvertes très très tôt. Alors, 7h30, on va dire que 7h30, la vie quotidienne, tout est ouvert, hein, généralement. Sauf pour certains commerces, où ça peut être 8h ou 9h. Mais après, pour la fermeture, il y a certaines, que ce soit les communes ou d'autres institutions, 3h30, 4h max, c'est fermé, quoi. Mm-hmm. Ouais, c'est un autre rythme à prendre, mais qui est pas... Enfin, moi qui suis du matin, je trouve ça plutôt pas mal. Ça se fait, on s'habitue. C'est clair. Alors avant que je te pose mes petites questions de la fin qui concernent plus sur le prix de la consommation, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou un conseil à donner ? Alors, quelque chose à ajouter, oui, parce qu'on a beaucoup parlé des accords de Nouméa, du statut particulier et tout. Et pour information, la fin de ces accords devait être fait à la suite de référendums. Et donc, référendum pour savoir si le territoire allait être indépendant ou pas. Donc, le premier référendum a commencé en 2018, où il y a eu une participation de 81% de la population qui avait les droits pour voter. Parce qu'en fait, ceux qui votent pour cette indépendance doivent être de citoyenneté calédonienne. Parce qu'il y a trois citoyennetés. Il y a la citoyenneté française, européenne et calédonienne. Et pour être calédonien, il faut avoir sa résidence principale avant 98, être majeur aussi avant 98, et avoir un des 2 parents calédoniens. Et comme ça, ces personnes-là sont éligibles au vote des listes électorales de Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, tous les oreilles, on va dire, tous ceux qui vivent après 1998 ne peuvent pas voter. Ok. Donc dans ce pourcentage-là, il y a 80% la première année, avec 56% de non, donc ils ne voulaient pas l'indépendance. En 2020, ils ont redemandé un référendum. Pareil, hein, c'est avec les partis politiques, partis indépendantistes, loyalistes. Mm-hmm. Donc en 2020, le deuxième référendum a été mis en place avec 85% de participation et 53% de non. Wow. Et en début d'année, les partis politiques ont encore fait la demande pour avoir le 3e référendum. Donc normalement, c'est le 3e et le dernier, parce que les accords prévoyaient seulement 3 référendums d'autodétermination. Et donc, avec la crise sanitaire, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ça fait quand même quelques mois que ça a été mis en place au 12 décembre. Et là, le haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie a confirmé que c'était quand même le 12 décembre parce que la crise sanitaire est contrôlée, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour une bonne organisation. Alors que, on va dire que il y a le Sénat coutumier aussi, qui est une institution très importante en Nouvelle-Calédonie. Et donc, le Sénat coutumier a mis en place 1 an de deuil kanak à la suite des morts du Covid. Depuis septembre, quand il y a eu les premiers cas, je crois qu'on en est à au moins 300 morts. Mais c'est quand même énorme par rapport au petit territoire de Nouvelle-Calédonie qu'on est. C'est beaucoup. Donc voilà, tout le temps, de toute façon, on va dire qu'il y a tout le temps des gens qui sont d'accord et des gens qui sont pas d'accord. Et là, les partis indépendantistes ont appelé à leur communauté de ne pas aller voter le 12 décembre. Donc, on va voir comment ça va se passer, parce qu'il y a énormément de gendarmes et de militaires qui sont arrivés de métropole pour la bonne organisation de ce référendum-là, parce qu'il peut y avoir des pressions, on va dire, de certaines personnes pour que les gens ne puissent pas aller voter, ou s'ils vont voter, qu'ils puissent mettre un bon, on peut pas dire bon ou mauvais papier, mais un qui doit correspondre à quelqu'un d'autre dont il n'est pas forcément d'accord. Et puis après, voilà, il y a un peu de honte à vouloir s'affirmer aussi pour certains. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord pour l'indépendance, beaucoup de personnes qui sont pas d'accord pour différentes raisons.
Et au milieu, il y a quand même une population qui ne veut pas forcément trop en parler, parce qu'il y en a, ils peuvent ne plus se parler à la suite de ces différents objectifs, on va dire. Mais du coup, toi, ça signifierait quoi si ils prenaient leur indépendance? Et ben donc ça veut dire, alors on a eu un énorme papier, un énorme livre pour nous expliquer les conséquences. J'ai pas encore pris le temps de le lire parce que c'est quand même assez chargé. Mais on va dire qu'en gros, s'ils veulent l'indépendance et si c'est mis en place, tout ce que la République française met en place sur le territoire, donc tous les fonctionnaires d'État, ils vont devoir trouver une solution pour que ça soit plus l'État qui finance aussi ces emplois, parce que la France a quand même un budget assez important pour le développement de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, ça sera sûrement mettre encore un autre statut particulier à la Nouvelle-Calédonie. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Est-ce que c'est un peu comme le Brexit, qu'il faudrait que tu aies un visa pour pouvoir rester sur place? Ben justement, c'est dans les discussions, mais normalement, s'il y a l'indépendance, on va dire qu'il n'y a plus... c'est là aussi les négociations. Est-ce qu'il y aura quand même la nationalité française ou pas? D'accord. Mais c'est sûr qu'il n'y aura plus, par exemple, les accords avec l'Union européenne de déplacement des voyageurs avec plus de facilité. Donc oui, il y aura sûrement un visa, mais tout ça, c'est plein de discussions. Et tant qu'on ne sait pas aussi le résultat de ce référendum-là, on est quand même un petit peu dans le flou pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Après, les indépendants, en fait, ce qu'ils veulent, c'est la reconnaissance de leur terre et que c'est aussi avancer par rapport au passé de ce qui s'est passé il y a quand même pas mal d'années. Mais bon, après voilà, c'est toute une question de réflexion c'est clair. sur ça. C'est clair, affaire à suivre. Désolée, je coupe quelques secondes car en fait cet enregistrement a été fait 2 semaines avant sa sortie. Du coup, depuis, les élections ont eu lieu et Ludivine m'a gentiment fait un petit vocal pour me dire ce qu'il s'est passé. Donc voilà, il arrive tout de suite. Coucou, quelques news du référendum où il y a eu très peu de participation par rapport aux années précédentes, à 43% de mémoire. Et donc le résultat c'est à 96% pour le non. Donc pendant le week-end ça a été très très calme comparé au référendum de l'année dernière dont j'ai pu assister, parce qu'en fait il y a eu un appel à non-participation de la part des indépendantistes. Et donc la demande de ces politiciens a fortement été respectée par beaucoup de Calédoniens. Le ministre des Outre-mer a fait une arrivée surprise, donc il est déjà sur le territoire et il est en train de faire une septaine, donc il fera des annonces rapidement. Voilà, des bisous, bonne journée. Et voilà, on peut dire que la sortie de cet épisode était un parfait timing avec ce qui se passait là-haut. Maintenant, je vous laisse avec la suite de cet épisode. Et bien écoute, du coup, je vais profiter de cette dernière minute pour te poser les petites questions, la petite session rapide sur le prix de la consommation. Donc toi, du coup, je sais qu'en plus, tu as une monnaie différente, donc ça va peut-être te demander un petit peu de gymnastique de cerveau. Je vais mettre un convertisseur juste à côté, comme ça, je réfléchis pas trop. Pas de souci. Parce que moi, je fais en plus de manière générale, parce que c'est vrai que 119 francs, c'est pas forcément logique, mais on y arrive. Est-ce que tu pourrais nous donner le prix d'une baguette de pain? En plus ou moins 1 euro. Est-ce que tu pourrais maintenant nous dire le prix d'un pack d'eau? Alors ça dépend. De l'eau, un pack d'eau local ou un pack d'eau importé? Ah, mais ça c'est bien que vous ayez de l'eau locale, j'ai envie de dire. Je dirais de l'eau locale, parce que j'espère que tout le monde achète cette eau-là. 4,81 €. Ok. Sauf ce qui est aussi contradictoire, c'est que un pack d'eau, par exemple, cristalline, donc on sait très bien que c'est de l'import, 4,27 €. Ah, il est moins cher. Oui. Ah, zut. Donc, il y a quand même pas mal de produits locaux qui sont plus chers par rapport à de l'import. C'est quand même assez contrôlé. Par exemple, il y a des légumes qui ne sont pas... qui sont pas importés, c'est pas autorisé d'importer parce que la Calédonie est en capacité de produire. Après, s'il y a assez de production, ça c'était aléatoire, mais en tout cas, alors je sais plus exactement quel légume, mais par exemple, les pommes ça pousse pas ici, donc on n'a pas le choix que ça soit importé. D'accord. Et du coup, en ce qui concerne le prix d'un litre de lait, 90 centimes. Ça va, c'est raisonnable. 1 litre Voilà. de lait. Et ça, c'est de l'import de Nouvelle-Zélande aussi. Il y a quand même de l'import, pas que en métropole. Il y a Australie, Nouvelle-Zélande.
parce que c'est aussi plus près. Bah oui, j'ai envie de dire tant mieux. Ouais. En ce qui concerne le prix d'un litre d'essence, comment ça fonctionne là-haut? Ah, ça, j'ai oublié le litre d'essence. Mais alors, en fait, ce qui est ici particulier, c'est que c'est contrôlé par le gouvernement. Et en fait, je sais qu'en métropole, à chaque fois, on jouait sur la station la moins chère et tout. Et en fait, ici, non, c'est le même prix partout. Et tous les mois, le gouvernement fait une publication de dire telle essence, ça va être ça, le gasoil, ça va être ça. Et le gaz aussi. Tout est contrôlé. Donc là, actuellement, ça peut varier de 1,04 à 1,22 le litre, mais ça, voilà, c'est fixe chaque mois. C'était pareil en Guadeloupe, et du coup c'est super pratique parce que tu te poses pas la question où est-ce que je vais, tu vois une station et tu t'arrêtes et puis voilà. Et en plus, on se fait servir. Ouais, ça j'ai adoré aussi. C'est clair, ça change, c'est bien. C'est Parce clair. qu'après, nous, dans les stations-service qui sont ici, c'est aussi un mini magasin. Hein. Donc, il y a beaucoup de frigos pour acheter des boissons, des trucs alimentaires de dernière minute qui manquent. Pareil, un rayon sanitaire ou pour la voiture. C'est vraiment un petit truc de dépannage, quoi. Ouais, top. Et ça marche. Super. Et du coup, est-ce que maintenant tu pourrais nous donner le prix d'une bouteille de champagne? Alors ça, j'ai fait le tour. Et ben, c'est super cher. Parce que ça, c'est de l'import. Hein. Ouais. Donc, par contre, j'ai récupéré des marques de champagne qui peuvent être aussi connues en France pour pouvoir comparer. Les noms, je ne sais pas exactement. Par exemple, je ne sais pas si on dit Moët et Chandon. Oui. Moët et Chandon. Ouais. Et ben, c'est 66 €. Et pour finir cette petite session, est-ce que tu saurais nous dire le prix d'un pack de 6 bières? Et ben ça, il y a aussi de la bière locale et de la bière exportée. Et la bière locale est à 8 €. La DSP, une bouteille de DSP, 3 €. Waouh, c'est quand même cher, hein. Ça fait cher la DSP. Mais c'est pour ça qu'en fait, on peut pas comparer Non, comme c'est ça clair. aussi, tu vois. C'est en pas fait, trop possible, en fait. En fait, ce que j'essaye de faire ressortir à travers cette petite session rapide, c'est que si on décide de partir de la métropole pour s'installer ici, il faut être conscient que les habitudes vont devoir changer, en fait. Parce que du coup, comme tu le dis, c'est différent et du coup, il va falloir consommer plus local parce que sinon, ça peut revenir assez cher. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis exprès cette petite session Mais après, même si on achète du local, des fois, ça peut être aussi un petit peu plus cher, donc c'est aussi frustrant. Mais bon, après, ça dépend des exigences qu'on peut aussi, si on veut faire développer l'économie du pays ou pas. C'est ça. Et ben écoute, Ludivine, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur la Nouvelle-Calédonie. Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Alors, il y a différentes chansons qui sont sympas ici et justement qui permettent aussi de voir la façon de vivre en Calédonie. Donc, je t'enverrai tout ça parce que déjà, les noms des chansons, je ne retiens jamais. Et puis, j'ai demandé à mes copines d'ici de me donner des chansons célèbres et puis qu'on puisse... Alors, célèbre, ça dépend ce qu'on veut, si c'est pour vraiment voir la tradition calédonienne de comment ça se passe, ou célèbre, dire, ouais, c'est les îles, ça se passe bien, c'est tranquille. Donc, voilà, je t'ai fait une petite sélection de musique. Super, je mettrai toutes ces liens dans la description du podcast pour ceux qui sont intéressés d'aller écouter ça, parce que malheureusement, je ne crois pas que j'ai l'autorisation de mettre ces chansons dans l'enregistrement. Ok, pas de soucis. Et écoute, bonne journée à toi. Du coup, c'est trop drôle parce que là, il commence à faire nuit chez moi et il fait super beau chez toi. C'est ça, donc quand j'ai les copines de métropole, bonne nuit, ah non, toi, bonne journée. C'est ça. On s'y habitue après au fur et à mesure. C'est clair. Ou même quand je reçois un appel à midi, 13h pour moi, mais tu dors pas? Ah non. Donc comme ça, je sais qui dort ou qui dort pas, quoi. Super. Merci beaucoup et puis bonne journée. Bonne soirée.